Salut à tous, bienvenue sur ZeroNet TV et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, vous le savez, le meilleur de l'actualité high-tech. Il arrive, le grand salon Mobile World Congress de Barcelone et parmi les nouveaux smartphones très attendus, le Galaxy S6. Déjà, les rumeurs enflent sur le web. Là, c'est du concret. Nintendo vient de sortir sa nouvelle version de sa 3DS, c'est la New 3DS. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? On fait le point dans un instant. Un ordinateur qui tient dans une boîte à chaussures, ce sont les mini PC, ils ont le vent en poupe. Voici notre sélection. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. C'est donc le 1er mars officiellement que Samsung doit dévoiler ce nouveau bijou. C'est un lancement très attendu, stratégique, très important pour la marque coréenne. Et voici donc le design supposé de ce fameux Galaxy S6. Alors oui, on se rend compte qu'il y a clairement un petit air de famille avec des choses qu'on connaît. Il y a un petit côté iPhone, on ne peut pas s'empêcher de le penser. Et donc un smartphone métallique, ce qui lui donne encore plus un côté iPhone. Ça fait penser également au Galaxy Alpha, avec un système de surcoque qui permettrait de customiser, de personnaliser encore plus cet appareil. Mais attention, il ne s'agit là que de rumeurs, que d'images conceptuelles et non pas d'images officielles, bien entendu. Un écran de 5,1 pouces, côté processeur, on serait probablement sur un processeur Samsung qui délaisserait donc, en tout cas pour cet appareil, la marque Qualcomm, le fabricant Qualcomm. Côté photo, on parle de 16 à 20 mégapixels et puis on retrouverait bien sûr les capteurs qui ont fait la réputation des Galaxy S5 et consorts, comme le lecteur d'empreintes digitales et puis tous les capteurs de mouvement, capteurs de santé, etc. Voilà pour ce possible Galaxy S6. Mais ce n'est pas tout, puisque Samsung nous préparerait également cette chose bizarre, un Galaxy S6 Edge. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous vous rappelez peut-être du Galaxy Note Edge avec son écran sur la tranche. Donc en fait, c'est l'écran qui se prolonge comme ça sur le côté. Et bien là, on aurait la même chose des deux côtés. Au-delà des différences de design évidentes, est-ce qu'on voit de grosses différences entre les deux consoles? À première vue, non. À deuxième vue, oui. Tout d'abord, ces boutons incroyables de couleurs et surtout l'arrivée d'un deuxième stick, même si ce n'est pas vraiment un pad circulaire, un stick circulaire, mais juste une sorte de petit bouton tactile qui permet de tourner la caméra dans ces jeux par exemple, mais on imagine qu'il y aura d'autres utilisations dans d'autres jeux. Autre nouveauté qu'on voit sur la tranche, l'apparition de deux boutons de tranche qui n'existaient pas sur les générations précédentes, qui feront le bonheur de ceux qui ont des grands doigts et qui trouvaient que les gâchettes étaient trop près, ou qui permettront dans des jeux d'avoir un gameplay un peu plus enrichi avec différentes fonctions disponibles du bout des doigts comme ça. Avec la New 3DS, Nintendo nous vante une 3D plus stable, extra stable. C'est simplement que Nintendo se sert de la caméra qui est au-dessus de l'écran pour toujours, quand on est à la bonne position, faire en sorte que la superposition des images qui donne l'effet 3D soit beaucoup plus stable et constant, et ça évite cette espèce de petit dédoublement d'image, cette espèce de scintillement qui fatiguait davantage la vue. Le pari serait presque réussi, même si on ne va pas se cacher la vue, parfois on est tenté de couper la 3D. On retrouve grosso modo la même interface, mais il y a une nouveauté, c'est la possibilité d'appliquer des thèmes à sa console. Donc là, on voit les thèmes de base, qui sont les thèmes des couleurs, pour ceux qui préfèrent le rouge, le bleu, etc. et qui vont changer. Par exemple, je veux une console rose, vous voyez, tout mon fond est en rose. On peut acheter des thèmes pour sa New 3DS. Alors les premiers prix sont généralement à 99 centimes et montent pour certains packs jusqu'à un peu plus de 5 €. Le deuxième mini PC, c'est un meilleur compromis, notamment pour les joueurs. C'est le Zotac ZBox EN760. Déjà, il est beaucoup plus petit, il est moins cher, environ 700 €, et il est équipé d'un processeur basse consommation qui permettra de faire tout type d'activités, notamment bureautique et multimédia. C'est un processeur qui reste à puissance modeste, mais tout à fait confortable pour une activité quotidienne sans aller sur des activités très lourdes. Et il pourra faire tourner des jeux vidéo grâce à une puce graphique NVIDIA GeForce GTX 860M qui se comporte très bien dans les jeux
jeux. Finalement, le facteur limitant de cette machine, ça va être le processeur, notamment dans les jeux qui sont très gourmands en ressources pour le processeur central, les jeux en réseau, notamment tout ce qui est jeux massivement multijoueurs en réseau. Le troisième mini PC, c'est mon coup de cœur puisque en fait, il est totalement silencieux, il n'a pas de ventilateur. C'est encore un Zotac, c'est la ZBox Nano CI 540. Il est équipé du même processeur que le précédent. C'est un processeur donc, qui permet de faire tout type d'activités bureautiques et multimédia. Cette fois, il n'est pas question de jouer à des jeux vidéo puisqu'il n'y a pas de puce graphique. Mais ce PC est dénué de tout ventilateur, donc il fait aucun bruit. Il peut tourner sans accumuler de poussière, ce qui va éviter les pannes, éviter les surchauffes, notamment quand il y a trop de poussière dans le circuit de ventilation. Là, c'est juste un radiateur, ça chauffe très peu, ça fait aucun bruit. C'est juste une machine de rêve, notamment pour le home theater, pour installer sous son téléviseur, regarder des films. Ça lit tous les formats de fichiers, évidemment. Du Full HD, on peut même pousser jusqu'à la 4K, donc c'est vraiment une machine de rêve pour le home theater, pour fonctionner en permanence et pour faire tout type d'activités familiales, aller sur internet, regarder des vidéos sur internet, faire Word, Excel. C'est juste que le PC va commencer à s'essouffler dans les jeux vidéo perfectionnés, dans le montage vidéo et dans la retouche photo, s'il n'y a pas assez de mémoire vive notamment. Alors la connexion Internet par satellite, pourquoi faire? Eh bien, pour équiper les endroits où il n'y a pas d'infrastructure terrestre. On pense bien sûr aux pays émergents, mais même peut-être à certaines zones blanches sur nos continents européens, américains, etc. L'idée, c'est d'envoyer des petits satellites pas très hauts, alors que d'habitude les satellites géostationnaires qui tournent en même temps que la Terre sont à plus de 35 000 km d'altitude. Là, on envoie des satellites à seulement 1200 km de la Terre. Seulement, il faut en envoyer beaucoup plus pour garantir notamment le débit de connexion et puis qu'il n'y ait pas trop de délai. Le ping, le délai, c'est important, notamment lorsque l'on fera du jeu vidéo grâce à ces connexions par satellite. Alors, deux projets concurrents d'Internet par satellite. Et tout d'abord, SpaceX, c'est le projet du milliardaire Elon Musk. On ne le présente plus. Le grand patron de Tesla, 4000 satellites, le coût 10 milliards de dollars. Deuxième projet concurrent, un peu plus modeste en apparence, mais il a démarré plus tôt, il est plutôt bien avancé, c'est le projet OneWeb, qui est piloté par Greg Wheeler, un ingénieur et informaticien américain, 648 satellites, 2 milliards de dollars. Où en sont ces projets? Eh bien, ils avancent. C'est pour dans quelques années à peine. Malgré tout, il reste un certain nombre de difficultés techniques. Ce n'est pas joué d'avance. Explication de notre spécialiste Gilbert Kallenborn. Il y a trois soucis majeurs. Le premier est les satellites vont être en orbite basse. Donc pour avoir une bonne réception, il faut avoir des antennes paraboliques orientables, capables de suivre en fait les satellites à la trace. C'est plus compliqué à gérer que pour les satellites géostationnaires fixes dans le ciel. Deuxièmement, le nombre de satellites, c'est vertigineux. Des centaines, des milliers de satellites vont être lancés. Comment lancer et gérer de manière opérationnelle une telle flotte de satellites, ça ne s'est jamais fait, donc un gros point d'interrogation. La troisième difficulté est liée aux débris spatiaux. La plupart des débris sont situés en orbite basse jusqu'à 2000 km. Comment ces satellites vont-ils faire pour slalomer entre toute cette ferraille qui flotte au-dessus de nos têtes? C'est un problème qui a été illustré récemment dans le film Gravity et donc voilà, on sait que c'est quelque chose de plutôt dangereux. Et malgré ces difficultés, ils y croient dur comme fer. Alors Internet par satellite, alors ça pourrait voir le jour dans quelques années. On sait que les fusées de SpaceX sont lancées dès à présent. Certaines marchent bien, d'autres se cassent un peu la figure. Mais c'est sur les rails. Le projet OneWeb est fixé pour 2018. En fait, je suis avec Jerry Lémergie, producteur exécutif de l'émission. Alors Jerry, aujourd'hui, Top Gear France, comment on fait cette émission? Eh ben, on fait Top Gear France avec des jolis moyens, comme vous pouvez le voir. On a un très joli plateau qui a été installé en fait dans le hangar, qui est juste à côté de la piste sur laquelle on a construit notre circuit. Alors sur le plateau, pour le coup, c'est des moyens techniques entre guillemets classiques de plateau télé. On tourne en XD-Cam, on a donc une grue télescopique qui fait des plans un peu tout le temps. À l'intérieur des voitures, c'est une caméra qu'on a développée nous-mêmes, qui marche très très bien, super stabilité, super image, qui rattrape les diaphes en permanence. Enfin, c'est vraiment du bon matos. Il y a évidemment un peu de lumière aussi à l'intérieur pour pouvoir éclairer les faces, parce que l'intérieur d'une voiture, c'est quand même compliqué à filmer. Alors, on a vu dans cette partie un peu immersion qu'on a déjà tournée,
il y a un car régie en fait derrière, là, dans lequel tu t'enfermes. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Parce que ça fuse. Moi, j'ai juste pu voir quelques échanges. Ça fuse entre toi, tes équipes. Ça va très vite. C'est super bien calé. On est parti sur un petit car régie parce qu'on voulait vraiment avoir cette proximité entre nous pour que ça aille vite et que ça fuse, parce que on a quand même 2 émissions à tourner par jour, là où les Anglais n'en tournent qu'une par jour. Avec cette post-prod juste à côté, effectivement, toujours dans le lien de proximité. Oui, alors pour le coup, voilà, on a une tente à côté dans laquelle il y a en effet 2 bancs de montage pour pouvoir monter en parallèle des premiers plateaux, les tours de stars, parce que les stars sont sur la piste, elles font leur tour de stars, on récupère les rushs, on monte ça en un peu moins d'1 heure sur les final cuts qui sont à côté. Je le valide et puis ensuite ça part en plateau avec Philippe face à l'invité. Eh bien écoute, merci beaucoup Jerry, c'était effectivement très intéressant. De notre côté, on va maintenant rejoindre la piste puisqu'il y a effectivement une personnalité qui est à bord d'une Dacia Sandero pour essayer de battre un chrono. Point de passage obligatoire lorsqu'on est invité de l'émission Top Gear France, le Tour de piste. Ici, un invité un peu spécial puisqu'il s'agit de François Fillon qui est en train d'essayer de battre son record à bord d'une Dacia Sandero. Bonjour. Alors, les sensations? Ça glisse un peu, voilà. C'est amusant, c'est toujours amusant de conduire la voiture. Vous avez fait plaisir quand même, j'imagine. Oui, bon, ça manque un tout petit peu de moteur, mais non, c'est bien. C'est bien. Puis on verra les temps, je sais pas s'ils sont bons. Puis il y a la neige qui arrive là. Il y a la neige qui arrive. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est surtout un vrai plaisir parce que je suis un fan de cette émission depuis très longtemps. Et donc j'ai l'impression de rentrer dans l'histoire avec ce tour de piste. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et puis comme chaque semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos dernières vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitter et sur Facebook, bien entendu. L'actu high-tech en vidéo au quotidien, c'est sur 01nettv. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. Et salut à tous.